Vous dirigez un marché dans lequel vous devez fixer le prix de chacun des articles que vous vendez. Vous cherchez à modéliser la hauteur des vagues dans un jeu vidéo en transformant un plan plat en une élégante ondulation dans l'espace. Vous essayez de jouer au savant fou en fabriquant une multiplication entre des points à partir de nombres complexes. Ou encore vous semblez vous amuser innocemment en jouant au Scrabble lorsqu'un joueur fou vous dit que vous êtes conceptuellement en train de définir une sorte d'addition entre des lettres. Ou enfin vous êtes en cours de maths en train d'étudier l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre via l'analyse d'une fonction. Vous allez me dire que trouver un lien entre ces activités toutes très intéressantes au demeurant est juste une manière tordue d'introduire une vidéo de maths. Je vous répondrai alors que oui. Mais dans tous les cas que je viens de vous présenter, on utilise l'une des notions les plus généralistes et fondamentales des mathématiques, j'ai nommé les applications. Aujourd'hui on se pose la question de ce qu'est une application en mathématiques, de ce qu'on peut en faire et d'une propriété qui peut la caractériser à travers les notions de surjection, d'injection et de bijection. Tout d'abord, commençons par une définition. Pour fabriquer une application, on a besoin de deux ensembles que l'on nommera par défaut A et B. L'un sera notre ensemble de départ, l'autre notre ensemble d'arrivée. Il n'y a aucune contrainte sur ces ensembles, il peut aussi bien s'agir d'ensembles de nombres, de lettres ou d'ensembles d'objets concrets. Fabriquer une application de A dans B consiste simplement à associer chacun des éléments de l'ensemble A à un seul et unique élément de l'ensemble B. En somme, créer une application, c'est comme tracer une carte donnant exactement un chemin à chaque élément de l'ensemble A pour atteindre un élément de l'ensemble B. Petit point notation, on peut noter de deux façons différentes l'ensemble des applications de A dans B, soit en utilisant une notation empruntée à celle des listes, soit B puissance A, soit une notation empruntée au domaine fonctionnel, soit F de A vers B. Un peu de vocabulaire maintenant. L'élément de l'ensemble d'arrivée auquel on associe un élément petit a de l'ensemble de départ est appelé image de A par l'application. Il est important de noter que la définition même de l'application implique l'unicité de cette image pour chaque élément de l'ensemble de départ. Inversement, les éléments de l'ensemble de départ étant associés à un élément petit b de l'ensemble d'arrivée sont appelés, lorsqu'ils existent, antécédents de b par l'application. Il peut ainsi y avoir, comme sur la figure sur votre écran, 0, 1 ou plusieurs antécédents pour un même élément de l'ensemble d'arrivée. C'est d'ailleurs la considération de ce nombre d'éléments, ce nombre d'antécédents, qui nous mènera à définir les notions d'injection, de surjection et de bijection. Pour finir sur cette introduction, notons qu'une application est liée à l'action d'associer et que les mathématiques ont eu le bon goût d'en faire un symbole très utilisé, ce symbole d'association, cette espèce de petite flèche avec une petite barre verticale à sa base. Alors vous allez me dire, mais je reconnais tout ce procédé, tout ce vocabulaire, image, antécédent et même cette flèche d'association. En fait, une application c'est juste une fonction. Et à ça je répondrai basiquement que oui. Les fonctions d'une ou même de plusieurs variables sont des exemples d'applications, mais le concept d'application s'étend encore davantage aux suites, qui sont des applications de n dans R, aux probabilités, où les variables aléatoires définissent des applications d'un univers vers l'ensemble des réels, ou à leur loi qui permet d'associer à des valeurs numériques une probabilité. Comme dit en introduction, on retrouve également les applications en géométrie. En soi, l'idée d'application peut s'étendre à peu près tous les domaines des mathématiques. Il existe même des applications qui, à une application, en associent une autre. On peut penser, avec toutes les précautions de rigueur, à la dérivation par exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec des applications ? Eh bien tout d'abord, les enchaîner en les composant. La définition de la composée de f par g est alors à nouveau la même que celle des fonctions, à savoir l'application qui résulte de l'enchaînement de f puis de g, et qui se note g rond f. Oui, la composée de f par g se note g rond f à l'envers, mais en fait, cette notation est quelque part plus intuitive, puisque g rond f associe à A l'image g de f de A. Comme pour les fonctions, la composition, même lorsqu'elle est réalisable dans les deux sens, n'est pas commutative, déjà parce que les ensembles initiaux et finaux ne sont pas les mêmes, mais en plus parce que les associations ne sont pas faites dans le même sens. Alors composer, en fait, à quoi ça sert ? Eh bien, pour revenir aux exemples de l'introduction, lorsque l'on calcule la valeur d'un mot au Scrabble, on fait en fait deux applications. D'une, on transforme les lettres d'un mot en liste de scores, et de deux, on associe à cette liste de scores la somme des scores, ce qui permet en composant de passer d'un mot, soit une liste de lettres, à un score, un nombre entier naturel. Mais la question que l'on peut se poser maintenant est la suivante. Une fois tous les éléments de l'ensemble de départ envoyés vers leur image, est-il possible de revenir en arrière en conservant les règles propres à l'application ? C'est en cherchant à répondre à cette question que l'on va explorer l'idée de surjection, d'injection et de bijection. Tout d'abord, définissons ce qu'est une surjection. Une application est surjective lorsque tous les éléments de l'ensemble d'arrivée admettent au moins un antécédent. Toutes les destinations possibles sont alors couvertes, mais plusieurs chemins y mènent. Il est donc difficile, une fois arrivé, de renvoyer chaque élément de B dans l'ensemble A car les chemins empruntés sont multiples. On a en somme perdu de l'information à travers l'application. En pratique, lors de la répartition des tâches dans un travail de groupe, chaque tâche est donnée à une personne de sorte à occuper tout le monde, mais une personne peut se retrouver avec plusieurs tâches. C'est donc une surjection. En géométrie, on peut définir les projections qui permettent par exemple de condenser toutes les informations d'un espace vers un plan. Prendre une photo par exemple consiste à faire ce genre de projection. Et puis il existe de nombreuses fonctions injectives comme les fonctions cosinus et sinus qui permettent à tous les réels entre -1 et 1 d'avoir une infinité d'antécédents. La multiplicité des antécédents est donc un problème pour engendrer le retour en arrière que l'on cherche à produire. On définit donc maintenant l'injectivité en limitant à O+1 le nombre d'antécédents possible pour chaque image histoire d'esquiver ce problème.
Ainsi, le fait que chaque élément de l'ensemble de départ ait une image différente des autres permet de savoir d'où vient chaque image. Le retour en arrière est donc possible. Malgré tout, l'injectivité laisse potentiellement des éléments de B sans antécédent. Toutefois, ce défaut n'empêche pas de retrouver de nombreuses injections en pratique. Par exemple, lorsque l'on cherche à identifier des personnes par leur numéro de sécurité sociale, il n'existe pas de personnes avec le même numéro, mais tous les numéros possibles sont loin d'être encore utilisés. En géométrie, les transformations basiques du plan, symétrie, translation, rotation, sont des injections, et même plus encore. La fonction exponentielle est également injective, si on la considère comme une application de R dans R. Tous les réels ont une image par l'exponentielle, mais les négatifs n'ont pas d'antécédent par cette même fonction. En soi, l'injectivité est un pas important vers le retour en arrière que l'on cherche à construire, mais ce dernier ne peut se faire qu'en alliant les deux notions que l'on vient de définir. Ainsi, une bijection est une application pour laquelle chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet un et un seul antécédent dans l'ensemble de départ. Tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont donc au moins un antécédent, merci la surjection, et deux éléments de l'ensemble de départ ne peuvent pas avoir la même image, merci l'injection. Cela nous permet donc de définir une application f-1 qui consiste à renvoyer chaque image par f vers son antécédent. Cette application est appelée réciproque de f et a pour particularité de compenser f dans une composition. Ainsi, si on compose f-1 par f, on envoie chaque élément de B vers lui-même, et inversement, si on compose f par f-1, ce sont les éléments de A que l'on envoie vers eux-mêmes. Pour fabriquer une bijection, en pratique, il suffit de trouver une application injective et de retirer les éléments de l'ensemble d'arrivée qui n'ont pas d'antécédent. Cela revient à définir un ensemble d'arrivée que l'on appellera l'ensemble image de A par f. Dans la même idée, et pour arriver à cette injection, on peut fabriquer une bijection à partir d'une surjection en retirant un à un de l'ensemble de départ les éléments de A menant à une image déjà prise. On peut également voir cette manipulation comme le fait de fabriquer des classes d'équivalence dans A, mais ça c'est une autre histoire. Dans le cadre des fonctions d'une variable réelle, on peut faire le lien entre injection, surjection, bijection et les équations. Une fonction surjective produira des équations du type f de x égale y avec toutes au moins une solution. Pour une fonction injective, ces mêmes équations auront au plus une solution. Et enfin, pour une fonction bijective, ces équations auront exactement une solution donnée par l'application de f-1 à y. Cette propriété offre également un bon moyen de déterminer la réciproque d'une fonction bijective. Une simple résolution d'équation suffit. Mais que serait une vidéo de maths sans théorème ? Je vous présente donc le théorème de la bijection, une sorte de grand frère du théorème des valeurs intermédiaires. Si une fonction est continue et strictement monotone sur un intervalle i, entendez par là strictement croissante ou strictement décroissante, alors la restriction de cette fonction à i définit quoi qu'il arrive une bijection vers l'intervalle image de i. Cet intervalle image se lit facilement à l'aide d'un tableau de variation. L'image d'un intervalle fermé sera par exemple fermé contenant toutes les images des éléments de i. Cet intervalle image sera alors délimité par les images des bords de l'intervalle i par f. L'image d'un intervalle ouvert ou d'un semi-ouvert sera également ouvert et on pourra aller jusqu'aux limites des images des éléments de i sur ces bords. Le théorème de la bijection est dans la grande majorité des cas la manière la plus efficace de montrer qu'une fonction est une bijection. Pour finir ce tour d'horizon sur les fonctions bijectives, il est à savoir que même s'il est parfois difficile de trouver explicitement une expression de la réciproque d'une fonction, il est pour autant facile de tracer sa courbe représentative par symétrie de la courbe de f, et ainsi d'étudier ses variations, ses limites et sa convexité. Par exemple, une fonction et sa réciproque partagent le même sens de variation, mais ont une convexité inversée l'une par rapport à l'autre. Enfin, si l'une admet une asymptote horizontale ou verticale, l'autre admettra aussi une asymptote qui sera juste inclinée de 90 degrés. Ayant énoncé les bases sur les applications, voyons maintenant quelques méthodes que l'on peut chercher à maîtriser dans leur étude. Tout d'abord, voyons comment se démontre en pratique l'injectivité d'une application. Pour rappel, une application est injective si et seulement si tous les éléments de l'ensemble de départ ont une image différente dans l'ensemble d'arrivée. Supposons donc, de manière naïve, qu'il existe deux éléments x et y ayant la même image par f. Si l'application que l'on étudie est bien injective, on devrait arriver à montrer que ces deux éléments sont en fait forcément les mêmes. Traduisons donc cette hypothèse sous forme d'une équation, faisons les manipulations nécessaires et voilà que l'on se retrouve avec des éléments qui ont finalement la même valeur absolue. C'est ici que l'ensemble de départ revêt toute son importance. En effet, x et y étant forcément positifs, car dans l'intervalle 0 plus infini, on obtient finalement bien l'égalité entre ces deux éléments. N'ayant pas posé de conditions sur l'image de x ou de y, peu importe celle que l'on choisit dans R, on pourra reproduire ce raisonnement. Tout élément de R a donc au plus un antécédent par f, ce qui rend cette application injective. Je vous laisse montrer via un contre-exemple simple que f ne serait en revanche pas injective si l'ensemble de départ était R tout entier. De même, je vous laisse montrer également à l'aide d'un contre-exemple que f n'est pas surjective. Passons maintenant à G, comme application de R2 dans lui-même. La démonstration de son injectivité se fait de la manière suivante. On pose une égalité entre les images de deux éléments de R2, xy et x'y', un peu de la même façon que pour la fonction f. Cette égalité se traduit par un système linéaire dans lequel on peut isoler x et y via un pivot de Gauss. Après quelques étapes de calcul, on obtient bien l'égalité des deux éléments xy et x'y'. Par le même argument que pour l'application f,
On peut conclure que quels que soient les éléments pris dans l'ensemble de départ, ils auront une image différente dans R2. Tout élément de R2 admet donc au plus un antécédent, ce qui fait de G une application injective. Remarque, il est possible de montrer que G est même bijective, et je vous encouragerai à le montrer en utilisant la méthode qui va suivre. Pour montrer qu'une fonction est bijective, on peut par exemple chercher dans des cas simples à construire sa réciproque, puis on se posera la question de son domaine de définition. C'est ce qu'on va essayer de faire pour montrer que l'application suivante est bijective. Comme évoqué dans la présentation des propriétés de la réciproque de fonction, résoudre l'équation f de x égale y revient en réalité à appliquer la réciproque de f à y. En isolant x, on obtient alors une expression fonction de la variable y. C'est cette expression qui nous offre l'accès à la réciproque de f. On constate que dans cet exemple, la seule valeur de y posant un problème de définition est 2, à cause de la division par 0. Cela nous permet de définir une réciproque potentielle de f sur R privé de 2. En étudiant rapidement le domaine de définition de f, on peut déduire que f est bijectif comme application de R privé de 1 vers R privé de 2. De la même façon, je vous encourage à démontrer que l'application G de l'exemple précédent est bien bijective en construisant sa réciproque via un gentil système. Lorsqu'il est difficile de construire une réciproque explicite, soit parce qu'il est trop ardu de résoudre l'équation f de x égale y, soit parce qu'on n'a tout simplement pas les outils, il est souvent préférable d'opter pour l'argument de poids, le théorème de la bijection. Montrons donc que la fonction sinus restreinte à l'intervalle -π sur 2 est bien bijective. Tout d'abord, justifions de sa continuité. Il s'agit d'une fonction trigonométrique qui fait partie du panier de fonctions de référence continue. La stricte croissance de la fonction sinus sur -π sur 2 peut également se justifier facilement, soit par l'étude de signe de sa dérivée qui, on le rappelle, est celui du cosinus, soit simplement en lisant l'évolution du sinus à mesure que l'on parcourt de bas en haut la moitié droite du cercle trigonométrique. Les deux hypothèses vérifiées, on en déduit donc par application du théorème que la fonction sinus est bien une bijection. Reste à déterminer l'intervalle image de -π sur 2, Comme f est strictement croissante, cet intervalle image est délimité par f de -π sur 2, soit -1, et f de π sur 2, soit 1. La fonction sinus est donc bien bijective si on la restreint à l'intervalle -π sur 2. Sa fonction réciproque est même la célèbre fonction arcsinus. Pour aller plus loin, on peut également remarquer que la restriction du sinus à -π sur 2 n'est pas la seule à être bijective, et que sous réserve d'une légère transformation de la fonction arcsinus, il est possible d'en construire à chaque fois une réciproque. S'il est possible d'étudier graphiquement les variations et la convexité de la réciproque, il peut être encore plus intéressant d'en connaître, lorsque cela est possible, une dérivée. Essayons donc de dériver une fonction réciproque. Pour cela, on va chercher à dériver de deux façons la même fonction g donnée par la composée de f-1 par f, composée qui, on le rappelle, donne simplement la fonction identité qui envoie tout réel x sur lui-même. En utilisant la formule de dérivation d'une composée, u rond v' est égal à v' fois u' rond v, on extrait une première expression de la dérivée de g. Cette expression fait apparaître la dérivée de f-1 que l'on cherche à obtenir. En dérivant simplement x, on remarque que la dérivée de g donne finalement 1. En combinant ces résultats, on obtient une équation qui nous amène après une simple division à l'expression de f-1'. On a alors f-1' de x est égal à 1 divisé par f' appliqué à f-1 de x. On remarque alors qu'une condition nécessaire à la dérivabilité de f-1 est que f' ne s'annule pas. Ce cas correspondrait dans la plupart du temps à l'atteinte d'un extrémum, et donc un potentiel changement de variation qui viendrait en conflit avec l'une des hypothèses du théorème de la bijection. En somme, si une fonction dérivable est bijective, en vertu du théorème de la bijection, il y aura a priori pas de problème de dérivabilité pour sa réciproque. Pour finir et ouvrir sur une notion encore plus vaste, concentrons-nous sur des applications entre ensembles discrets et finis, dans lesquels il y a un nombre précis d'éléments. On peut se poser la question des cardinaux de l'ensemble des applications, des injections, des bijections entre ces formes d'ensemble, et des surjections également, mais c'est beaucoup plus pénible à compter. Remarquons donc que pour créer une application d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à p éléments, il faut en fait simplement choisir un élément de l'ensemble d'arrivée pour chaque élément de l'ensemble de départ. Un même élément d'arrivée pouvant être choisi deux fois, cela revient à former un n uplet de b. Il y a donc p puissance n possibilités. Créer une injection, en revanche, demande de choisir des images distinctes pour chacun des n éléments de A. Autrement dit, au minimum, b doit proposer n éléments différents. On obtient donc comme contrainte le fait que p doit être supérieur à n. Choisir des éléments distincts dans B revient ainsi à former un n arrangement de B. Il y a donc pour le premier élément P choix possible, puis P-1 pour le second, etc., etc. Ce qui donne au final P factoriel sur P-n factoriel possibilité. Enfin, pour réaliser une bijection, on procède de même en imposant en plus que chaque élément de B soit relié à un élément de A. Le nombre d'éléments de A et de B doit donc être le même, ce qui nous amène à la contrainte P égale n. En comptant de la même façon que pour les injections, on obtient alors n factoriel possibilité. Cette considération du nombre d'éléments égal via la fabrication d'applications bijectives est à l'origine même de l'idée de compter. Tout ce que l'on peut compter est relié via une bijection à un ensemble contenant des entiers. L'alphabet par exemple peut être relié à l'ensemble des entiers de 1 à 26, qui contient bien 26 éléments.
Plus généralement, on peut atteindre des questions extrêmes lorsque l'on considère des ensembles infinis. Certains font partie de la famille du discret, du dénombrable, lorsqu'ils sont en bijection avec l'ensemble n des entiers naturels. D'autres font partie de la famille du continu, du non dénombrable, lorsqu'il n'existe pas de bijection avec n. Et ça, c'est une autre histoire. Quand on parle d'application, on fabrique des associations. Tant à peu importe d'où l'on vient, tant pis on trouve une destination. À chacun son image. C'est le début du voyage. Injection, surjection, bijection, ça fait pas mal de notions. Pour faire la différence, on ne compte pas sur la chance. Pour chaque élément de B, on cherche le nombre d'antécédents. Une application surjective, au moins un antécédent. Toutes les destinations sont couvertes, mais plusieurs chemins y mènent. Le retour en arrière n'est pas possible. Injection, surjection, bijection, ça fait pas mal de notions. Pour faire la différence, on ne compte pas sur la chance. Pour chaque élément de B, on cherche le nombre d'antécédents. Une application injective, au plus un antécédent. Impossible pour deux images d'être égales. On sait bien d'où on vient, mais il manque des arrivées. Le retour en arrière n'est pas complet, pour le faire il faut allier. Injection, surjection, ensemble c'est une bijection. Pour faire la différence, on ne compte pas sur la chance. Pour chaque élément de B, on cherche le nombre d'antécédents. Une application bijective, elle admet une réciproque. Ensemble, toutes composées, elles redonnent l'identité. L'une compense l'autre, les ensembles partagent tous les deux une même structure. Finalement, ce n'est pas très dur. Pour montrer qu'une fonction est bijective, continuité, stricte monotonie, c'est le théorème qui porte son nom.